Bonjour tout le monde, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un sujet rarement accordé, la génétique et les maladies rhumatismales de l'enfant. Je m'appelle Sarah, je serai l'animatrice ce soir. Je suis aussi parent d'un enfant qui est atteint d'une maladie rare, de l'arthrite juvénile. Aujourd'hui, il n'a pas été à l'école, il n'a pas été au tournoi qui avait été prévu à l'école. J'aimerais vous dire un petit peu ce qu'il en est de ce soir. On va mettre l'accent sur la génétique. Nous avons avec nous Liz Devons qui va parler de génétique, mais d'un point de vue de parents. Ensuite, nous avons le docteur Ashish Marwaha, qui est un scientifique clinicien qui va parler de recherche. Ensuite, nous aurons une période de You muted yourself. Hey, Sarah, we're not able to hear you right now. You're muted. Hey everyone. So did you hear any of my introduction? Yeah, you were. So if you do have a question, All right. and then you muted. So. Okay, and then I was muted. Okay, so if you do have a question, you can put it in the chat. Our chat will be monitored, and then we will get to those questions when we do our Q&A session. So just some housekeeping before we start. Please keep your mics muted, and you can keep your cameras off during the opening remarks and the speaker presentations and the closing remarks. So I'm just going to ask you right now to take a moment and just make sure that everything is muted. Your camera is off. Perfect. If you have any technical difficulties, there is a dial-in number on the registration email or the reminder email that you received the other day. And just a little bit about Cassie and Friends. So Cassie and Friends is a Canadian charity that is 100% dedicated to providing support, connection, education, so sessions like this tonight, and research to the pediatric rheumatic disease community. I discovered Cassie and Friends many years ago through the Alberta Children's Hospital in the hopes of finding support and resources to navigate, what were challenges and difficulties parenting a young child with a chronic and rare health issue. So Cassie and Friends would like to thank their sponsors for making an evening like this possible. So a big thank you to Nicola Wealth Management, AbbVie, Amgen, and Sobi. So today is Rare Disease Day. Many of us here have rare diseases or are the caregivers of someone who has a rare disease. So even though our symptoms and our diseases might be slightly different, we do have a shared experience and we do share similar struggles as we navigate this world. And sometimes this can feel very alone. My family's journey with a rare disease started about 10 years ago when my son was 5 years old and we were living abroad at the time. And we didn't really know the culture very well and we didn't speak the language very well. As we reflect back, however, this journey started, years before, just with random kind of symptoms and bouts of illness that we always thought, it's just a virus, it's just a virus, it's just a virus. But with time, the illness kind of morphed and changed and it became apparent that all these random symptoms were actually connected and we were finally referred to the right area of specialization in medicine, which was rheumatology. So currently we are based out of Calgary. We go to the Alberta Children's Hospital, and I'm also a member of the Canadian Systemic Autoinflammatory Patient Advisory Group, CANSED, which is a branch of Cassie and Friends. And this group knows all about this journey with rare diseases, as we are all either patients or parents of children who have rare rheumatic diseases.
It's not easy to navigate this world because there's not a lot of knowledge and research and treatment options available. And so we're hoping to change this by raising more awareness, offering education and support, and working to engage patients in research for systemic autoinflammatory diseases. So Ian Stedman and Apurva Vajpayee from CanSet are also here today, and they will be joining the breakout rooms later this evening. So this is a map of who's here today. So we are here from all over the world to learn more about genetics. I thought this was a really nice visual representation of the different regions and countries and cultural backgrounds that we're from. So I want to welcome you here. This is the biggest gathering of rare disease patients here in Canada to date. This is not an easy journey, and the fact that you are here and you're present and you're trying to learn more to better support someone and be an advocate for them and do whatever you can to help them, that says a lot about you. So thank you for joining us here tonight. And I hope there'll be some takeaways this evening. And you're welcome. I see that it's already started, but you're welcome to go to the live chat and add your location and the disease name so we can learn more about who we are today. So Rare Talks today is part of an education series that's available through Cassie and Friends, their virtual education library. So you can find other recorded education sessions just like this evening if you go to their website. Also from the Cassie and Friends website is the classroom resources, which gives you access to even more information, such as latest research, patient stories, school toolkits, etc. And there is also a private and secure Facebook group called Juvenile Arthritis Canada. So this is a support group for patients, parents, and caregivers. So it is called Juvenile Arthritis Canada, but it also includes many other topics and discussions that relate to other rheumatic diseases. There's lots of upcoming events to learn more about and to support rheumatic diseases. So you can find this information from Cassie and Friends website and through their social media channels. The newly diagnosed the first 12 months is a great information session to learn more, especially during what is a very vulnerable time and can feel quite overwhelming. So we are almost at our guest speakers. So I just wanted to remind you that you can submit a live question in the chat box, and we'll get to these during the Q&A part of the presentation or the session today. Okay, so we are now going to go into our guest speaker presentations. First, we will hear from Liz Devins. So Liz is a parent that knows what it's like to grow up with illness, having been diagnosed with JIA at the age of 7. Many years later, as a mom, her son was diagnosed when he was less than 2 years old. And Liz will share her family's experience of their journey with genetic testing, some of their frustrations, and their findings. So Liz and her family are patients at the Alberta Children's Hospital. This is the same hospital that my family goes to. So I would like to thank you, Liz, for being here today to share your story. I'm going Merci Lise d'être ici, de partager votre histoire. Je vais arrêter de partager mon écran, comme ça vous pourrez prendre la parole. Merci Sarah. Thank Cassie and Friends for having me. J'aimerais remercier Cassie and Friends qui m'a invité ici ce soir. Donc, j'ai reçu le diagnostic d'AJI à l'âge de 7 ans et ma maman a été au service d'urgence
à la suite de douleurs articulaires et elle s'est retrouvée dans la salle d'urgence. Elle ne savait pas que penser et il y a eu des flambées, des poussées de toutes sortes et je devais prendre un médicament, naproxène, mais j'avais beaucoup d'infections à streptocoque et j'ai été en rémission lorsque j'étais adolescente, mais en raison de la piètre prise en charge, j'ai eu de l'arthrite et on est tous les deux en train de prendre du métroxate, Jason et moi. Et j'avais aussi une maman qui avait des symptômes de, euh, de maladie auto-immunitaire. Et Jason, lorsqu'il avait 20 ans, il a eu une infection aux oreilles. Et je me suis rendu compte aussi un jour qu'il avait un œdème au genou. Et moi, je me suis dit à ce moment-là que c'était de l'arthrite. Il n'y avait pas de génétique à ce moment-là. Il n'avait pas plus de risque d'avoir de l'AGI que d'autres personnes dans la population. Maintenant, Jason a 9 ans. Il a eu des hauts, des bas. Et chaque personne disait qu'il était différent des autres pour ce qui était des symptômes. Et il n'avait pas d'arthrite classique, entre guillemets. Et lorsqu'il avait 5 ans, il a eu un diagnostic d'uveites et il a commencé à prendre de l'Humira. Et on a eu aussi un lien avec Cassie and Friends. Il a commencé à prendre de l'Humira et ça a été un véritable cauchemar. Il fallait l'attraper pour essayer de lui faire prendre le médicament. Et moi, je me suis dit, oh là là, je ne peux pas y arriver. Moi, ça me faisait mal en tant que maman. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose de mieux pour mon enfant. Alors, j'ai contacté Cassie and Friends et puis on essayait d'avoir de l'Humira gratuitement. Comme vous le savez, tout cela, ce n'est pas facile. Et je veux défendre les droits des enfants malades parce que lorsque mon enfant dormait, j'envoyais des lettres à des politiciens, j'essayais de me démêler dans le système. Et en fin de compte, il y a eu quelqu'un qui a pu m'aider. Donc, on a eu ces hauts et ces bas qui sont liés à l'arthrite. Tout d'un coup, il y a des poussées et ensuite, ça va mieux. Et il y a aussi des infections, surtout des infections streptococciques. Et au cours de la COVID, il y avait des fièvres récurrentes, ça durait des semaines et on ne pouvait pas aller voir le médecin de famille. C'était la COVID. Et en février 2021, j'étais anéantie. Je crois qu'on avait été dans 20 fois à la salle d'urgence.
et on n'avait pas de réponse. On n'entrait pas dans un moule quelconque. Alors, il y avait de la fièvre périodique. Voilà mon petit garçon qui s'en vient. On a parlé de fièvre périodique. Et puis, Jason avait toutes sortes d'infections, par exemple, il avait des infections à streptocoque et il y avait aussi, et puis il avait commencé l'amoxicilline et ensuite il a eu un choc anaphylactique, donc il a été à l'hôpital pendant quelques jours et et puis, comme dit Jason, ça a été des jours pénibles et au cours de la consultation à l'hôpital, j'ai dit, écoutez, j'en peux plus, j'en peux plus. J'avais l'impression que c'était de la torture pour lui. Il avait les tests sanguins, on ne trouvait rien. Donc, on lui a dit qu'il fallait consulter un médecin généticien. On essayait de voir quel était le syndrome parce qu'il y avait un syndrome de fièvre récurrente aussi. Nous avons eu de bonnes discussions avec l'équipe qui se trouvait là. On a parlé de ses infections, on a parlé de sa maladie, aussi de ma propre maladie. Et lorsqu'on a fait les tests génétiques, ce n'était pas vraiment très drôle parce que les administrateurs du gouvernement ne voulaient rien financer. Et ils étaient d'accord de faire quand même certains tests génétiques et on a trouvé une petite chose, c'était le gène LRBA. Et on a regardé ce gène de plus près, le LRBA. Alors, ça expliquait un peu l'uvéite, aussi les éruptions ou la fièvre récurrente, l'arthrite. Et je me suis dit, ça y est, on l'a trouvé, c'est le gène LRBA. Et on a pensé que c'était la réponse à nos inquiétudes. Ben voilà, on a besoin d'un traitement adapté dans son cas. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas offrir ce genre de service à l'ensemble des enfants, de comprendre ce qu'il en est, au lieu d'essayer toutes sortes de médicaments avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas ici. On était perdu un petit peu dans le système. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de financement pour faire la recherche en ce qui touchait la maladie de Jason. Donc, on a pu contacter le médecin, le docteur Marwawa, et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la recherche dans ce domaine-là. Et on essayait de continuer à communiquer avec les divers spécialistes, les divers médecins, les pédiatres, les rhumatologues. On a travaillé avec divers spécialistes, diverses cliniques. Et lui, il savait plus très bien ce qui se passait, mais maintenant, nous sommes sur la bonne voie. On analyse 20 000 gènes. Au début, c'était juste 500. Alors, le parcours n'est pas terminé, ce n'est qu'un début, mais nous avons de l'espoir. Nous pensons et nous espérons
que la recherche nous permettra de trouver de bons traitements et une thérapie adaptée pour ces enfants-là, pour qu'ils ne souffrent pas trop. Alors, en gros, c'est ça. C'est quoi, demande Jason, la thérapie adaptée, la thérapie ciblée? Ben, c'est quelque chose juste pour toi. Voilà, c'est notre histoire. Et je vous cède de nouveau la parole, Sarah. Bon, parfait. Merci beaucoup, Liz, d'avoir partagé votre expérience. On comprend très bien ce qu'il en est. Moi, je comprends très bien ce qu'il en est de se retrouver à l'urgence, d'avoir à donner des injections et également de faire en sorte que j'étais différente. Et c'est merveilleux de voir qu'il y en a d'autres qui se retrouvent dans la même situation. Maintenant, j'aimerais présenter le médecin qui est un clinicien et médecin généticien. Son travail, c'est de comprendre la cause des maladies rares. Et dans son travail, il veut trouver des traitements ciblés pour les patients comme nous. Alors, notre famille est très reconnaissante à l'égard du travail qui a été fait dans le domaine. C'est aussi notre médecin généticien. Merci beaucoup au Dr. Ashish Marwah qui est avec nous ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Je veux juste dire que je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Et c'est bien de pouvoir célébrer cette journée internationale des maladies rares. Alors, il y a beaucoup de patients qui existent et qui souffrent de maladies rares et c'est merveilleux de pouvoir regrouper des patients comme on le fait ce soir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génétique et des maladies rhumatismales de l'enfant. Je m'appelle Ashish Marwah. Je suis médecin généticien. J'ai aussi un doctorat de l'Université de Vancouver, pardon, et j'ai travaillé donc à Toronto et je me retrouve en Alberta maintenant. Et je m'intéresse donc à la recherche sur le séquençage du génome entier, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la génétique et des maladies rhumatismales. Je pense que c'est très intéressant, non seulement pour les parents, mais aussi pour les patients. Lorsqu'on parle de génétique, cela signifie diverses choses et on ne sait pas au juste ce qu'il en est et comment cela est lié à divers troubles, diverses maladies. Et je vais vous dire un petit peu ce qui se fait au Canada et nous avons maintenant un groupe consultatif canadien de patients qui s'intéresse aussi à la question. Alors, voici ce qu'on dit au début de toute séance. On voit ici ce qu'il en est sur la diapo. On dit que la génétique, c'est une question de développement. Alors, tous les gènes se retrouvent dans l'organisme. Ça, c'est une question de génétique. Alors, dans la cellule, il y a l'information génétique qui est répartie dans les chromosomes qui contiennent les gènes. Et speaking in the background, if we could just make sure everyone's s'il muted. vous plaît, il faut que tout le monde ait désactivé son microphone parce qu'on entend quelqu'un. On entend quelqu'un en arrière-plan. Is that better? Okay. So essentially, Alors, en gros, comme je le disais,
Nous avons donc les chromosomes. Chaque chromosome est composé d'une grosse molécule d'ADN continue. Alors, si on a donc un maman et un papa, on a 2 séries de gènes dans chaque cas. Et il y a 20 000 gènes dans l'organisme en gros et 5 000 ont une condition génétique. Donc, dans le cas de 5 000 gènes, on sait qu'il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas, mais il y en a 15 000 gènes qui sont très bons si on veut. Et on a fait pas mal plus on a plus de connaissances maintenant qu'au début lorsqu'on avait commencé à étudier la génétique. On pense ici qu'il y a comme une structure ici. Alors, il y a les chromosomes qui sont composés d'une grosse molécule d'ADN. Ensuite, il y a le gène qui est un segment d'ADN qui contient le code d'une protéine spécifique. Et ensuite, il y a la protéine qui est un composé organique complexe de centaines ou de milliers d'acides aminés. Alors, il y a donc des gènes, comme je l'ai dit, il y en a 20 000 et puis 5 000 peut-être qui sont responsables de certains problèmes de santé. Alors, bien souvent, on a un test, mais il y a des changements qui se poursuivent, même si un test est fait à un moment donné. Également, ce que j'aimerais aborder, c'est de parler de maladies multifactorielles ou polygéniques. Alors, lorsque je parle de gènes uniques, il s'agit de gènes qui sont de l'ordre de 5 000. Alors, il n'y a pas uniquement un gène unique qui peut être en cause, mais il peut y en avoir beaucoup de gènes. Alors, dans le cas de l'AGI ou autres maladies, il s'agit plus d'une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que c'est génétique, mais peut y avoir un certain nombre de facteurs. Donc, vous avez par exemple la GA, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque. Donc, il y a des facteurs de risque génétiques forts. Par exemple, il y a des gènes qui manquent. Également, il y a des facteurs de risque génétique faibles. Alors ça, c'est courant. Ce sont des petits changements de gènes. Alors, les parents ont un petit peu euh, de gènes de ce genre. Il y a aussi des facteurs environnementaux. On ne sait pas au juste ce qu'il en est pour les facteurs environnementaux et le rôle pour les maladies multifactorielles, mais il y a des symptômes lorsque le vase déborde, en quelque sorte. Alors, peut-être que le facteur de risque est assez bas au point de départ, mais il y a des facteurs environnementaux qui existent et à ce moment-là, le facteur de risque devient fort. Alors, l'hérédité est comme ce que vous voyez à l'écran. Alors, vous avez peut-être un père, une mère où il n'y a aucun agi, mais peut-être qu'il y a des facteurs environnementaux qui entrent en ligne de compte. Et lorsqu'ils ont des enfants, par exemple, il y a certains risques qui sont transmis à l'enfant. Alors, il y a divers niveaux de risque qui est transmis à l'enfant. Et dans le cas de chaque enfant, il y a un environnement différent. Alors, dans certains cas, peut-être un enfant ici, le premier enfant a la présence d'AGI, le deuxième enfant n'en a pas, le troisième enfant n'a pas d'AGI, mais le quatrième peut avoir de l'AGI. Donc, on peut avoir un mélange ici. Donc, il y a un accroissement du risque lorsqu'il y a donc des maladies multifactorielles. Euh, donc, on peut comparer ça
Ici, d'un côté, vous avez le monogénique, c'est-à-dire le gène unique, et on a polygénique à gauche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes, plus le risque de l'environnement. Alors, comme on dit, il peut y avoir des fièvres. Alors, quelle est la différence entre les deux? Du côté monogénique, il y a des changements rares. Ce ne sont pas des changements importants. Beaucoup de gens ont des changements génétiques. Alors, et il y a aussi des changements génétiques courants, fréquents. Et ça, c'est ce qui se trouve à gauche aussi. Il y a aussi, comme on dit, ce qui est auto-inflammatoire par rapport à ce qui est auto-immune. Alors, les maladies auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes, ici, c'est une différence qui est un peu superficielle. On peut dire que dans le cas des maladies auto-inflammatoires, on retrouve ça surtout dans le cas de maladies rares. Et donc, il y a aussi un chevauchement entre les maladies auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes. Et il y a aussi les cas de diabète ou autres maladies de ce genre qui peuvent se retrouver des deux côtés. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça se retrouve dans les familles? Alors, ça peut être quelque chose de nouveau ou ça peut être hérité, mais oui, ça se retrouve dans les familles selon un schéma spécifique. Alors, le risque est donc récurrent et il est connu avec précision. Ça peut être 0%, 25% ou 50%. Alors, dans le cas de gène unique, c'est-à-dire monogénique, le schéma est spécifique, on sait ce qu'il en est. Alors, ça dépend aussi, on peut aussi voir le changement dans un neveu ou autre. Et également, dans le cas de maladies polygéniques comme la J, eh bien, ça se retrouve dans les familles, mais le risque dépend des études qui sont faites dans la population et c'est toujours une approximation. Alors, euh, donc, ça se retrouve dans les familles, mais il n'y a pas un schéma spécifique ici. C'est difficile à mesurer. Ça se retrouve dans les familles, le risque est accru, mais ce n'est pas vraiment très précis. Et comment est-ce qu'on peut arriver à calculer le risque? Dans le cas de la GI, qui est une maladie polygénique, on fait des études de population. On va voir combien de personnes ont de la GI dans la population générale. Et puis, donc, il y a quand même eu des articles qui ont été rédigés là-dessus. Et je peux dire que d'une façon générale, le risque pouvait se retrouver de 2 à 4% dans le cas des sœurs et des frères et dans le cas des cousins. Et il y a également un risque, mais il est seulement de 1%. Donc, si vous avez quelqu'un dans la famille qui a de la GI, il y a quand même un risque accru. Donc, si vous avez 0,02% dans la population générale, il y a un accroissement du risque qui est de 2 à 4% chez les sœurs à frères et 1% chez les cousins. Donc, il y a un risque polygénique dans ce cas-là. Et une distinction importante ici, c'est qu'à gauche, on a des tests génétiques qui se font en clinique, c'est qu'on peut y lire la séquence génétique. Donc, à ce moment-là, on va voir un généticien et puis on peut trouver ça en clinique. Ce n'est pas universel, mais ce genre de test génétique va se faire en clinique. Mais on met toujours l'accent sur les maladies monogéniques.
parce que les tests génétiques n'existent pas encore pour les maladies polygéniques comme la GI. Et par exemple, on va vous dire que vous avez un risque accru d'AGI, mais ce n'est pas très précis. Alors, et il n'y a pas vraiment de bons tests en clinique qui existent dans le cas de maladies polygéniques. Ça va peut-être arriver un jour, surtout à l'avenir dans les scores de risque polygéniques. Mais il y a certaines situations où ça peut fonctionner assez bien. Mais à l'heure actuelle, les tests génétiques en clinique n'existent pas vraiment dans le cas de maladies polygéniques. Et l'information que vous recevez peut aussi être non fiable. Alors, on envoie tout ça au laboratoire et c'est comme tout autre test médical qu'on fait en fait. Alors ça, c'est un peu une source de confusion parce qu'on sait que les laboratoires veulent faire des tests pour des raisons financières, mais ces tests ne sont pas fiables dans le cas de maladies polygéniques. Alors, dans le cas de maladies rhumatismales, les symptômes, on les connaît, ça peut être de l'arthrite, des fièvres, de l'inflammation, de l'utéite, etc. Et dans le triangle, ici, ça se retrouve dans les maladies polygéniques ou multifactorielles. Alors, ça peut être la GI ou autre. Et on établit un diagnostic en fonction des symptômes qui sont relevés. Mais au haut du triangle, il y a des personnes qui ont les mêmes symptômes, mais il y a un seul changement génétique. Alors, dans le cas de Lise, on a parlé du VIH, on a parlé de l'histoire de la famille et on pensait que c'était peut-être un changement assez rare qui se retrouve dans la famille et qui est caché, mais en génétique, ce qu'on essaie de faire, c'est de demander aux rhumatologues et autres médecins. Et lorsqu'on voit des situations inhabituelles, on pense à faire des tests génétiques dans le cas de maladies rares. Alors, voici comment on fait les tests génétiques. C'est d'établir qui est-ce qu'on va tester. On ne peut pas faire les tests pour toutes les personnes qui ont de l'AGI, non. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est de voir est-ce que c'est une possibilité de maladie monogénique, c'est-à-dire à gène unique. Alors, il faut voir quels sont les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont des symptômes analogues? Alors, on veut voir s'il y a des schémas qui existent, surtout dans le cas des parents. Si les parents, par exemple, ont les mêmes symptômes, alors c'est possible qu'à ce moment-là, les enfants vont hériter de même genre de maladie. Alors, et également, si quelque chose se produit à un très jeune âge, par exemple, si vous avez des bébés qui souffrent, par exemple, c'est quand même assez rare. Est-ce que c'est une forme rare qui ressemble à une maladie polygénique? Et c'est important de faire l'analyse et l'évaluation d'un patient, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Alors, autrement dit, est-ce qu'il y a des retards de développement, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de ce genre, qui veut dire que peut-être il y a présence d'un syndrome? Et également, il y a des schémas inhabituels de symptômes rares, par exemple l'AGI ou de l'inflammation sévère ou des fièvres récurrentes ou encore d'autres inflammations ou des éruptions cutanées.
Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser. Disons que c'est peut-être quelque chose de rare lorsqu'il y a d'autres symptômes qui sont liés à l'AGI. Et il y a aussi la question d'une résistance extrême à des traitements standards connus. Alors, si c'est le cas, ça peut être une maladie rare. Et c'était le cas de Jason. Et puis, Jason a parlé de traitement ciblé, n'est-ce pas? Il se demandait ce que c'était. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut chercher un traitement ciblé, adapté au cas d'un enfant qui a une maladie polygénique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des tests de panel de gènes. Ça, c'est un test dont parlait Lise. Alors, il y a à peu près 600 à 700 gènes qui sont analysés et ça dépend où vous vous trouvez au Canada, dans quelle province, pour savoir qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais le problème des panels de gènes, cela dépend, c'est qu'un certain nombre de gènes font l'objet de tests, mais non pas l'ensemble des gènes, c'est-à-dire les 20 000 gènes de l'organisme. Et puis, ça ne sera jamais vraiment complet, si on veut, parce qu'on ne peut pas être à jour avec toutes les nouvelles maladies qui émergent. Et il y a des nouveaux gènes qui sont découverts chaque mois. Chaque mois, on a des nouveaux gènes qui sont découverts. Donc, on ne peut pas toujours être à jour. Alors, ce n'est pas facile dans le cas de tests de panel de gènes. Alors, on peut peut-être avoir un diagnostic qui est connu, mais à ce moment-là, il faut aller à d'autres étapes. Alors, on a des échantillons sanguins ou frottis buccales et lorsqu'on a les résultats, il y a des conseillers en génétique qui vont expliquer ce qu'il en est. Alors, comme disait Lise, euh, on veut un diagnostic qui vous donnera une réponse et une cause à la maladie. Alors, par exemple, c'est positif, on va vous dire, bon, c'est un diagnostic de maladie monogénique, mais ça peut être un variant de signification incertaine et peut-être aussi ça peut être négatif. Pourquoi? Parce que ça peut être un changement de gène qui ne se retrouve pas au test de panel de gènes par rapport aux maladies polygéniques ou multifactorielles, par rapport à mosaïque. Alors, on peut dire qu'aucun test n'est parfait. Et alors, il faut vraiment analyser tout ça de très près. Bon, au fil des temps, on va voir ce qu'il en est. Les résultats vont arriver à un moment donné, si on fait le test des parents, par exemple. Mais d'une façon générale, on attend et on donne une opinion aussi. Et lorsque c'est négatif, ça veut dire que l'enfant n'a pas de maladie rare? Oui, ça peut être le cas. Mais comme je l'ai dit, peut-être que le gène n'est pas encore découvert. Il ne se trouve pas dans le panel de gènes. Peut-être que c'est un gène polygénique et on pensait que ce n'était pas le cas. Alors, on n'aura pas nécessairement le changement qui va ressortir. Également, comme je l'ai dit, aucun test n'est parfait. Alors, dans chaque laboratoire, c'est différent. Alors, il y a une technologie qui change constamment aussi. Quelquefois, on n'arrive pas à capter tous les gènes et les changements ne touchent pas l'ensemble de l'organisme. Alors, les échantillons sont soit sanguins ou encore c'est des frottis buccaux.
mais donc, peut-être qu'il y a certains gènes qui se développent un petit peu plus tard et on n'arrive pas à tout tester lorsqu'on fait des tests génétiques. Alors, il peut y avoir un déplacement aussi. Alors, on n'arrive pas à capter l'ensemble des gènes. Alors, si vous êtes négatif, alors si vous avez des symptômes, je dis qu'à ce moment-là, il y a donc une odyssée de diagnostic non diagnostiqué en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on a Can Saïd, un groupe consultatif canadien de patients. Et comme on dit, et il y a beaucoup de découragement de la part des parents, comme l'a dit Lise aussi. Et si c'est négatif, à ce moment-là, c'est un diagnostic non diagnostiqué. Alors, le patient qui a une maladie monogénique rhumatologique soupçonnée, et lorsqu'on a un résultat négatif, à ce moment-là, et il faut faire de la recherche. Et c'est bien pour la recherche. Et à Calgary, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'analyser l'ensemble des données. Par exemple, si on pense que c'est monogénique, alors si le panel de tests est négatif et si on soupçonne une maladie monogénique, on analyse les 600 gènes, mais on a aussi les données pour l'ensemble des 20 000 gènes. Et donc, on peut regarder à l'ensemble des gènes, comme ça a été le cas de Jason. On va regarder les 20 000 gènes et également Sick Kids à Toronto regarde l'ensemble des gènes et puis on essaie de voir quels sont les autres gènes et on fait à ce moment-là l'analyse des données. Et ce qu'on fait à Calgary, c'est qu'on a un pipeline informatique pour analyser les données parce qu'à ce moment-là, on essaie d'approfondir les données. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas d'analyse de données, donc c'est la raison qui explique aussi les retards dans le cas de l'analyse. Et et on a peut-être une cohorte de 100 personnes et on espère que lorsqu'on fera la recherche, on arrivera à un diagnostic précis. Mais si on regarde l'ensemble des 20 000 gènes, on peut faire aussi le séquençage du gène entier. Alors, on regarde le génome entier, c'est-à-dire l'ensemble des gènes, pas seulement un gène, mais l'ensemble des gènes. Le séquençage, donc, est, est vraiment très bon pour le génome entier et c'est très important. Et on essaie de trouver les études où il y a un séquençage du génome entier. Alors, je sais qu'à l'hôpital Sick Kids de Toronto a certaines données, mais ce n'est pas peut-être la solution magique. Alors, lorsqu'on a le séquençage du génome entier, imaginez le nombre de changements qui peuvent arriver. Il y en a beaucoup. Alors, il y a ce qui se passe dans les gènes, ce qui se passe aussi entre les segments euh, qui régulent les gènes. Alors, il y a l'ARN, il y a les protéines
Et donc, si on a l'ADN, on a l'ARN, les protéines, alors il faut faire du travail sur tous ces éléments-là. Alors, c'est très difficile. Donc, au fur et à mesure qu'avance la recherche, on se rend compte que ça prend du temps parce qu'il faut s'occuper de plusieurs choses à la fois. Alors, à Calgary, du moins, ce qu'on veut avoir, c'est qu'un patient arrive. Alors, s'il y a un test génétique, alors si on voit qu'à ce moment-là, que le variant est de signification incertaine ou le gène est de signification incertaine, on envoie tout ça au laboratoire de génomique fonctionnelle. Les échantillons, à ce moment-là, sont analysés et on essaie de voir ce qu'il en est de l'ARN, des protéines, et on essaie de voir ce qu'il en est aussi de la lignée cellules de fibroblastes, la lignée EBV, etc. Mais il faut aussi faire plus de travail, c'est-à-dire qu'il faut voir d'autres familles qui ont même type de changement et à ce moment-là, analyser plus de cohortes. Et puis, à ce moment-là, on a de meilleurs résultats, mais ça prend du temps. Ce n'est pas facile à faire. Alors, chaque condition génétique est différente. Même lorsque j'étais à Sick Kids à Toronto, ça prenait 5 ans pour faire l'analyse d'un patient. Donc, c'est un parcours qui dure un certain temps. Alors, je ne sais pas au juste si je prends trop de temps, mais d'une façon générale, c'est comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Alors, on a rédigé donc une proposition de subvention qui n'a pas été financée, mais nous pensons que ça va se produire, surtout si on a la voix des patients. Alors, nous avons un intérêt de la part des spécialistes un peu partout au pays et nous espérons que tout le monde au Canada pourra donc participer à l'étude. Mais on n'a pas le financement voulu, donc on a besoin de la voix des patients. Et les organismes de subvention doivent soutenir ce genre de recherche. Et les patients doivent le dire. Nous avons besoin de l'information génétique. Nous devons avoir accès aux tests. Et donc, vous pouvez à ce moment-là arriver à provoquer des changements. Alors, vous avez ici le nom de spécialistes. Vous avez divers rhumatologues qui figurent ici sur la diapo. Et l'ensemble de ces spécialistes ne peut pas faire le travail tout seul. Il faut aussi avoir le soutien des patients. Alors, excusez-moi, j'ai pris un petit peu trop de temps ici. Je pourrais répondre à vos questions. Thank you, Dr. Maraha, for your presentation. Merci, Dr. Marawa. C'est très utile pour les patients, les parents d'en connaître plus sur le milieu de la génétique. Alors, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps pour découvrir ce qui se passe au niveau génétique, surtout si les tests génétiques sont négatifs. Et je comprends très bien que c'est très important de faire entendre la voix des patients. Il faut partager vos expériences, également pousser à ce que la recherche ait lieu. Alors maintenant, nous avons une période de questions et de réponses. Alors, il y a peut-être encore des questions qui n'ont pas de réponse. Avant de passer aux questions, j'aimerais présenter le docteur Marinka Twilt, qui est rhumatologue pédiatrique. Elle est également à l'Alberta Children's Hospital.
et le docteur Twilt est le médecin de mon fils et je suis très reconnaissante de tout son appui. Merci beaucoup. Alors, merci Sarah, dit le docteur Twill. Alors, si vous avez une question, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de discussion et on va essayer de répondre à vos questions. Et je vais arrêter de partager mon écran maintenant. Maybe I can start with one question I saw sort of like coming around on the chat when I was listening to Alors, Ash. je vais peut-être répondre à une question que j'ai vue défiler. Alors, par exemple, le système immunitaire est différent dans la famille. Alors, on sait que quelquefois, il y a des maladies auto-immunes ont des facteurs communs, dans d'autres cas, non. Donc, par exemple, dans la maladie cœliaque, on peut avoir des patients qui ont aussi de l'arthrite ou des maladies de la thyroïde. Donc, on voit aussi plusieurs maladies auto-immunes chez certains patients. Alors, je ne sais pas où c'était dans la boîte de discussion cette question-là, mais vous pouvez peut-être répondre maintenant. Oui, alors, oui, c'est vrai qu'on voit certaines choses qui vont ensemble, mais cela dit, lorsque je vois un schéma qui est inhabituel, je me demande s'il s'agit d'une maladie rare ou génétique ou non. Alors, s'il y a un schéma inhabituel, j'essaie de voir aussi ce qu'il en a dans les diverses générations. Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont un peu particulières qui existent dans le cas de certaines maladies. Alors, par exemple, il y a diabète de type 1 ou de l'arthrite. Alors, on pense que d'une façon générale, les maladies auto-immunes sont polygéniques, mais cela dépend du schéma, s'il est inhabituel ou non. Alors, par exemple, si on trouve 5 maladies dans la même personne à un âge assez jeune, il faut voir ça de plus près, quoi. Très bien, merci. Maintenant, la prochaine question. Vous en avez parlé un petit peu, docteur, mais qui va payer pour faire les tests génétiques? Alors, pour les tests cliniques, c'est la province qui assume les frais, mais ça dépend où vous trouvez au Canada. La province devrait payer et excusez-moi, mais je sais que certaines patientes ils ont dû payer pour les tests génétiques, mais il y avait une mauvaise communication de notre côté. Alors, le Hallmark, ce sont les études de recherche qui paient pour ce genre de tests. Alors, il y a des personnes qui offrent les tests génomiques et on peut payer pour ça. Mais enfin, il y a des services privés qui existent au Canada. Bon, c'est un sujet chaud, si on veut. On ne devrait pas demander aux parents ou aux patients de payer pour faire les tests. Mais si vous allez payer pour les tests, vous devez vous assurer que vous allez voir un laboratoire sérieux parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui essaient d'avoir vos fonds. Et puis, à ce moment-là, il faut faire très attention parce que si vous pensez avoir un bon diagnostic, si vous payez cher, soyez prudent, s'il vous plaît. Parce qu'on voit qu'il y a des tests qui existent pour vous dire un petit peu quelles sont vos origines, mais faites attention parce que tous les tests ne sont pas bons. Si vous payez pour le test parce que vous en avez marre
de toute la paperasse administrative et tout ça. En tout cas, si vous devez payer, songez et faites attention à ce que vous payez et où vous donnez votre argent. Également, lorsqu'ils se produisent, ils disent, bon, si vous payez vous-même un service privé, il faut que vous aviez tous les documents que vous avez envoyés à l'avance. Il faut que tout vous revienne parce qu'à ce moment-là, vous pouvez remettre ça à votre généticien. Alors, comme j'ai dit, il y a 20 000 gènes et peut-être 5 000 gènes qui sont en cause. Donc, il faut que toutes les données vous reviennent si vous payez pour un test. Donc, pour le génome entier, le test peut coûter 10 000 $ pour le génome entier. Oui, c'est cher. Merci beaucoup, Dr. Marwa. Dr. Twilt, maintenant, j'aimerais vous poser une question que montre la recherche au sujet de la fièvre récurrente. Donc, que montrent les recherches sur la persistance de la fièvre récurrente, le PFA-PPA à l'âge adulte, comme c'est le cas pour notre fille. Alors, je ne sais pas si le médecin a indiqué ça, mais les maladies auto-inflammatoires sont assez neuves pour ce qui est de la recherche. Alors, chaque année, on découvre toujours de nouvelles maladies ou de nouvelles ères dans le domaine de la rhumatologie. On ne connaît pas aussi bien ce qu'il en est des maladies rhumatismales par rapport à d'autres maladies. Donc, dans ce cas-là, on a mis dans un lot toutes sortes de maladies. Alors, il y a parfois des profils qui sont incomplets. Alors, on pourrait parler de syndrome inconnu de fièvre récurrente. On ne sait pas au juste ce que c'est. Alors, si on a le cas de patients qui ont une fièvre récurrente classique, le PFA-PPA, eh bien, remonte à 25 ans. Et on se rend compte que certains patients n'ont plus de fièvre récurrente et d'autres en ont encore après 25 ans. Et il y a beaucoup de recherche internationale, de collaboration qui se fait pour voir ce qu'il en est des gènes parce que la persistance de la fièvre récurrente est rattachée à une maladie polygénique. Et je n'ai pas de réponse précise, mais je peux dire qu'il y a de plus en plus de recherches à ce sujet-là. Alors, Ashish, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, il y avait un cercle où je vous montrais tous les rhumatologues qui travaillaient à la génétique aussi et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui analysent les mêmes questions. Et à Calgary, à Toronto, il y a des rhumatologues spécialisés et on aura besoin d'un autre cercle parce que on n'a pas beaucoup de données. On a très peu de patients à l'âge adulte. On en connaît plus pour les patients qui sont plus jeunes, en fait. Alors, une autre question maintenant pour vous deux. Est-ce que c'est toujours
un rhumatologue qui demande le test génétique ou est-ce qu'il y a d'autres médecins qui peuvent demander le test génétique? Cela dépend de la province et de l'hôpital. Dans notre cas, on le fait ensemble. Alors, si je soupçonne qu'il s'agit d'une certaine maladie, je vais consulter Ashish et puis on ne pense pas que ce soit telle maladie, mais on veut être sûr. Donc, à ce moment-là, on veut consulter, mais dans d'autres provinces, ça peut être un hématologue ou un spécialiste de maladies infectieuses qui peut demander le test génétique aussi, ou peut-être qu'on peut aller voir un conseiller en génétique ou encore un médecin généticien ou alors, donc, peut-être ça peut être demandé par un rhumatologue, mais on peut aussi consulter le médecin généticien à ce moment-là. Mais évidemment, c'est très difficile de décoder ce qu'il en est de toutes les données aussi par exemple, les variants de signification incertaine. Donc, il faut qu'on en discute avec d'autres spécialistes à ce moment-là. Et il ne faut pas travailler tout seul, isolé dans son coin. Il faut consulter d'autres spécialistes. Alors, donc, peut-être une liste, vous mettre sur une liste, ça prend beaucoup de temps. Si vous mettez sur une liste pour voir un médecin généticien, ça prend du temps. Alors, prenez la voie rapide pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Alors, vous pouvez aller voir le médecin pédiatrique, par exemple, s'il le faut. Pour accélérer les choses, allez voir le spécialiste qui pourra accélérer les choses pour vous parce que, comme on le sait, dans le cas de certains spécialistes, ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors peut-être que le pédiatre ou le rhumatologue pédiatrique peut amorcer la demande de tests génétiques. Alors, essayez de trouver la personne dans la province qui peut accélérer les choses pour que les tests aient lieu. Très bien, merci. Et la question aussi de frais. Et dans le cas de quelqu'un qui est un rhumatologue dans une province différente, qu'est-ce qui se passe pour ce qui est de l'assurance? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, ça relève de l'assurance maladie de la province qui paie. Alors, quelquefois, nous voyons des personnes de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, mais c'est la province Colombie-Britannique, Saskatchewan qui va payer. Et donc, il faut que ça revienne à l'assurance maladie de la province. Et dans certaines provinces, comme on le sait, il n'y a même pas de médecin généticien. Donc, ce serait idéal d'avoir un réseau national parce qu'à ce moment-là, on pourrait offrir quelque chose. Alors, par exemple, on peut avoir accès au réseau. Alors, c'est ce qu'on aimerait avoir, un réseau national. Et puis, si on a une bonne infrastructure de la recherche, on pourra faire les tests au bon endroit et au bon moment. Merci. Toujours la question de génétique. Est-ce qu'il y a des liens entre l'AGI et les troubles sanguins? Nous avons 3 générations d'arthrite dans notre famille. Il y avait d'autres questions sur l'AGI.
Dans le système immunitaire, euh, il y a, lorsqu'il y a un problème génétique sanguin, il peut y avoir d'autres troubles sanguins. Ça, c'est un lien qui existe. Donc, l'AGI est un problème immunitaire. Donc, lorsqu'il y a un problème avec les cellules ou les globules, à ce moment-là, et il y a peut-être un lien avec d'autres troubles sanguins. Alors, il peut y avoir un lien avec l'AGI dans le cas de troubles sanguins. Another genetic test or question. Are we close to gene therapy treatment for some Est-ce of qu'on va avoir un traitement génétique pour certaines de ces maladies? Oui, on va sans doute avoir des traitements. À Calgary, par exemple, il y a des essais de traitement génétique. C'est pour une maladie immunitaire. Et il y a un déficit, il n'y avait pas de système immunitaire. Il faut réparer le système génétique dans le cas d'un enfant. Et cela existe pour certaines maladies. Et Calgary a reçu le financement pour faire ce genre d'études. Et à ce moment-là, on pourra l'appliquer à d'autres maladies. Mais il y a beaucoup de changements génétiques et ce sont des changements individuels. Donc, il faut adapter ça à l'enfant, c'est-à-dire d'identifier les gènes. Et il y a un immunologue à Calgary qui fait l'étude, et au Canada, on peut avoir un traitement génétique par le gouvernement parce que les laboratoires ne sont pas intéressés à faire des tests pour 3-4 enfants, par exemple. Je pense que il y a des changements qui s'en viennent. C'est vraiment des changements intéressants. Donc, la thérapie génétique progresse au Canada, surtout à Calgary, mais il faut que le gouvernement national, provincial, tout le monde est aussi d'accord pour mettre l'accent sur la thérapie génétique. Et il y a d'autres endroits aussi au Canada où on veut que ce soit une priorité, la thérapie génétique. Merci. J'ai une question pour le docteur Twilt. Alors, si votre enfant a un diagnostic d'AGI, alors c'est quoi le seuil pour les tests génétiques? Par exemple, s'il y a déjà un traitement qui est en place, il faut discuter de cela avec le rhumatologue. Par exemple, l'arthrite juvénile est difficile à traiter dans certains cas. Alors, c'est déjà difficile dans le cas d'AGI ordinaire. Alors, imaginez dans le cas d'AGI d'origine génétique. Donc, déjà, l'AGI, c'est une maladie qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants. Mais en tant que rhumatologue, lorsqu'on voit beaucoup de cas d'arthrite juvénile, on a une meilleure idée de ce qu'est l'arthrite juvénile. Alors, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de réaction à un traitement, alors s'il n'y a pas de réaction à un traitement, on peut se poser des questions. Et s'il y a des préoccupations parce que les traitements n'agissent pas, c'est très important d'en parler au rhumatologue parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants atteints d'AGI et dans certains cas, il faut explorer davantage.
have evolved significantly in the last 20 years. Mais on le sait que le traitement dans le cas d'AGI a beaucoup évolué au fil des ans, mais il y a encore des patients qui n'arrivent pas à être bien traités. Alors, c'est le cas de Sarah, malheureusement. Alors, on fait des essais de divers médicaments et puis si ça ne marche pas, ben, on espère que la génétique permettra de trouver de bonnes réponses. Et il y a des études qu'ils font. Et il faudrait aussi analyser quels sont les antécédents. Et on essaie de voir ce qu'il en est de nouveaux patients et ce serait bien de voir ce qu'on peut faire au cours des ans pour distinguer ceux qui sont atteints d'AGI et ceux ordinaires et non. Alors, je suis curieux au sujet de recherche où on peut voir s'il y a des éléments qui déclenchent, par exemple, les conditions. Il n'y a pas un gène unique qui est atteint, que ce soit dans le cas de dermatomyosite, d'arthrite juvénile, de juvénile idiopathique systématique ou d'OMCR. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont lieu. C'est que nous avons des registres au Canada pour les patients où on a les patients qui ont, par exemple, dermatomyosite, arthrite juvénile. On a besoin de registres de ce genre, que ce soit au Canada ou ailleurs, parce que si on veut chercher quelque chose, il faut voir ce qui se passe au niveau de la recherche internationale, parce que si on a un ou deux patients, on ne peut pas voir quels sont les éléments déclencheurs dans le cas de maladies de ce genre, que ce soit l'OMCR, la dermatomyosite, arthrite juvénile ou l'arthrite juvénile idiopathique systémique. Donc, il faudrait que l'information figure dans un registre et à ce moment-là, on pourra mieux savoir ce qu'il en est des diverses maladies. Et à ce moment-là, on peut aussi savoir ce qu'il en est. Il y a certains organismes où il y a des registres. Et puis, par exemple, ça serait bien de dire aux chercheurs que vous aimeriez faire partie des études qui se font. J'ai parlé de ce qui était polygénique à droite et monogénique à gauche. Et puis, il y a un triangle au bas où on trouve un peu des deux. Mais on n'a pas vraiment de très bons tests génétiques à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra mieux voir ce qu'il en est des petits changements. Mais les tests génétiques n'aident pas vraiment dans le cas des maladies mentionnées. Et on peut peut-être en apprendre davantage des personnes qui ont des maladies polygéniques. Alors, une question pour les deux maintenant. Pensez-vous qu'à l'avenir, on pourra utiliser des cellules souches qui pourront servir dans le traitement? L'interprétation est maintenant arrêtée. It's not the cure for all though. So it's mostly used in really refractory cases because there are quite some side effects of like regular stem cell transplant. I mean, there's different forms of stem cell transplant and that's too much to go in here, but you can give your own blood cells back. You can give blood cells of somebody else back. And there's risk associated with the different ways of how you do stem cell transplant. I personally think there's more
hopefully more with either gene treatment, but if it's like polygenic, that's probably very difficult to do. But hopefully we can identify pathways better for these polygenic diseases. As I said, that's why some of these studies are so important, because if we know from the start what pathway, most of the juvenile arthritis patients are either treated with like a TNF alpha drug, or you're treated with a anti-IL-17 drug, or with a JAK-STAT inhibitor, and it's trial and error at this moment. We don't know who will succeed with what drug, and if we could like predict that, that would actually lead to sort of like personalized treatment as well. And I think that has a higher likelihood of being the future than stem cell transplant, because it has been done specifically in Europe. There has been trials in juvenile arthritis, but sometimes it comes back as well after stem cell transplant. Yeah, and it's quite a big thing to take out someone's immune system and even put in their own immune system back is a big effort. It's like a huge undertaking with side effects and risks. And therefore, I think, you know, I'm talking about other autoimmune diseases because one of the other things I work on is diabetes. Yes, it works in diabetes, but it's just too much to put people through when there's insulin. And they start thinking about, are there other things like maybe a medication or like the Humira treatment or other targeted antibodies that can affect a particular pathway? It's not taking out the whole immune system, it's like adjusting it slightly, and that might be what you need. And then in terms of should you store cord blood, so it would be useful if you had cord blood from someone and there was a single gene disorder and you wanted to do the gene therapy. That's a different kettle of fish, which is what we're trying in Calgary. But often it's better to store cord blood from a sibling who's healthy, because a sibling matched donor is probably what they're going to want to use. Rarely do they want to give you back your own immune cells unless there's some way of correcting something, which is just emerging. So yeah, it is useful sometimes to store cord blood for kids, because it's kind of an easy thing to do